Je vais vous parler des résultats d'analyse de labo, en fait des analyses qui ont été réalisées ici. Donc évidemment, vous savez tous que les labos de l'Institut sont des labos de référence au Québec et que les analyses sont réalisées de façon centralisée, où nos clients sont les inspecteurs de la CSST, le réseau de la santé, les ASP. Et en fait, ce sont ces trois clientèles-là, parmi nos clientèles, pour lesquelles on a conservé les résultats pour l'interprétation ici. Au total, on a tout près de 360 000 analyses sur une variété potentielle de plus de 400 substances qui ont été analysées. Et ce que je voudrais aussi noter dès le départ, c'est que le SMEST n'a pas toutes les données des analyses pour la période qu'on a visée et le CISAT est beaucoup trop jeune pour avoir les résultats des analyses rétrospectives. L'objectif, c'est d'identifier pour une période de 8 années complètes, donc de janvier 2001 à décembre 2008, les situations d'exposition les plus élevées, donc celles qui sont potentiellement les plus à risque pour les milieux de travail, donc dans les entreprises au Québec. Évidemment, normalement, si on veut faire l'interprétation d'un résultat d'analyse, on doit absolument connaître le contexte de l'échantillonnage. Donc, c'est quoi les objectifs de l'intervention? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les substances présentes? Quel poste de travail on va regarder, etc. On essaie d'identifier les situations potentiellement les plus à risque au Québec, mais les intervenants aussi vont faire énormément de mesures avec des appareils à lecture directe et on n'a pas ces résultats-là. Si on veut vraiment identifier les situations de surexposition, les gens dans le réseau vont devoir retourner, à partir des situations identifiées, vont devoir retourner dans leur fichier et dans leur dossier papier la plupart du temps pour déterminer s'il s'agit vraiment d'une situation de surexposition ou non. La méthodologie qu'on a utilisée, elle est fort simple. On est parti de la base de données du LIMS qui contient toute une série d'informations qui sont essentielles pour la réalisation des analyses ici. Et il y a eu des extractions informatiques qui ont été faites. Et en fait, en partant des 359 000 résultats d'analyse, on a appliqué uniquement 2 critères. Le premier critère, c'est que sur l'ensemble des entreprises dans un secteur CAEQ à 4 chiffres, donc sur une période de 8 ans, pour toutes les entreprises, il fallait qu'on ait au moins 25 résultats, ce qui est très, très peu de résultats. Et il fallait qu'au moins 20 de ces résultats-là soient égaux ou supérieurs à la moitié de la norme. En appliquant ces critères-là, on est passé de 360 000 à 68 000 résultats qu'on a regardés plus en détail. Donc, nos 68 000 résultats qui étaient les plus pertinents, ils regroupaient en fait 56 substances, 183 classes CAEQ à 4 chiffres, donc pour tout près de 500 combinaisons substances classe CAEQ. Des 56 substances retenues, il y en a 8 qui représentent 75 de tous les résultats pertinents. Quels sont-ils? Les poussières non classifiées autrement, donc on a quand même 15 000 résultats un petit peu plus qui sont pertinents et qu'on retrouve dans énormément de milieux de travail, donc dans 88 CAEQ différents. Le beryllium et le styrène sont 2 substances pour lesquelles il y a eu des plans d'intervention provinciaux très importants. Évidemment, le styrène, il y a déjà plusieurs années, puis le beryllium, c'est comme le seul des 8 produits qui est différent par rapport aux études antérieures qu'on a faites. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on regarde les résultats de 1990 à 2000 ou de 2001 à 2008, à toute fin pratique, ce sont les mêmes substances qui ressortent aux plus fortes concentrations en milieu de travail, sauf le beryllium. Vous aurez remarqué aussi que le styrène est la seule substance organique, alors que toutes les autres sont sous forme de poussière. Le quartz, il y avait aussi eu des interventions au niveau provincial, mais qui s'étaient vraiment limitées au niveau du sablage au jet, donc il y a plein de secteurs où on a des travailleurs potentiellement exposés qui n'avaient pas été couverts. Et pour le plomb, il y avait eu aussi, la CSST avait déjà développé un guide de bonne pratique et il a été, au cours des dernières années, remis à jour, ce guide-là. On peut regarder, par exemple, quels sont les secteurs qui impliquent un nombre maximum de substances retenues. On va s'apercevoir, par exemple, que le secteur prioritaire numéro 5 de la CSST, donc qui est dans le grand groupe 1 de la CSST, donc la fabrication de produits de métal, il y a quand même 44 combinaisons, CAEQ à 4 chiffres et substances qui rencontrent les critères d'extraction. Donc, on peut identifier évidemment les secteurs de la CSST, que ce soit des secteurs prioritaires ou des grands groupes prioritaires. On peut y aller de façon un petit peu plus spécifique en regardant les CAEQ. On s'aperçoit par exemple que dans l'industrie des ferroalliages, on a 14 substances différentes qui sont impliquées dans ce seul CAEQ-là. C'est quoi les pires situations qu'on peut rencontrer en milieu de travail? Donc ici, on s'aperçoit évidemment qu'il y a beaucoup de beryllium. La colonne en plus foncé, donc celle à 100 de la norme, c'est toujours la colonne la plus foncée, c'est celle avec laquelle on a fait le tri. Donc dans tous les tableaux, on part de la pire situation, puis on diminue en pourcentage. On a décidé de retenir 3 séries de chiffres. 50 de la norme, qui est souvent le seuil d'intervention pour les gens du réseau.
évidemment la norme, et plus grand que 2 fois la norme, qui revêt quand même un certain caractère d'urgence en termes d'intervention. Donc, ça l'aide à la priorisation. On peut aussi regarder substance par substance, comme par exemple l'acide acétique est retrouvé dans un seul secteur, et il y a 21 des résultats qui excèdent la norme. Lorsqu'on arrive, par exemple, à l'alcool méthylique, oups, là, on a beaucoup plus de secteurs impliqués, et on peut avoir jusqu'à 80 des résultats qui excèdent la norme. On peut regarder, évidemment, par secteur prioritaire de la CSST. On peut dire, par exemple, dans le secteur prioritaire numéro 1, quels sont les CAEQ impliqués, et pour chacun des CAEQ impliqués, quelles sont les substances qu'on retrouve et les résultats que l'on retrouve par rapport aux normes. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a 97 codes CAEQ pour lesquels on a eu moins de 10 résultats d'analyse. Donc, dans le fond, on a 97 CAEQ pour un total de moins de 400 résultats, ce qui donne en moyenne 4 résultats sur 8 ans pour l'ensemble des entreprises. Et on s'aperçoit qu'il y a relativement peu de CAEQ pour lesquels il y a vraiment beaucoup d'échantillonnage. Si on regarde le nombre d'établissements qui sont couverts pour chacun des CAEQ, on s'aperçoit qu'on a un petit peu la même situation. On a 93 CAEQ pour lesquels il y a un seul établissement qui a été couvert. Donc, lorsqu'on identifie des situations potentiellement problématiques, et c'est un des objectifs pour lesquels on réalise ces études-là, c'est que dans le fond, si on s'aperçoit qu'il y a une usine spécifique dans un domaine spécifique pour lequel il y a des substances qui sont retrouvées à très forte concentration, on veut inciter les gens à se poser la question, est-ce qu'il est possible que dans mon secteur géographique où je travaille, que j'ai d'autres entreprises qui ont les mêmes expositions potentielles, mais pour lesquelles je n'ai jamais fait de visite et je n'ai jamais fait non plus de recommandations de maîtrise de l'exposition. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a à peine 6 CAEQ pour lesquels il y a eu plus de 10 établissements qui ont été couverts. On peut regarder en détail ce qui arrive pour chacun de ces 6 CAEQ-là. Bien, évidemment, il est possible d'identifier le CAEQ spécifiquement avec sa description, combien il y a eu d'établissements de visités, combien il y a eu de résultats retenus, et on s'aperçoit finalement qu'en moyenne, pour chacun des établissements, il y a quand même un nombre excessivement limité d'échantillonnage qui a été fait. Et ça, évidemment, c'est tous les postes confondus dans l'établissement, et ça sur une période quand même prolongée. Évidemment, un des avantages ou une des opportunités que l'on a en ayant une base de données centralisée, c'est qu'on peut identifier toutes les pires situations, les situations qui nous paraissent les pires. Donc, si on regarde, par exemple, les grosses structures industrielles, je peux vous dire qu'il y a une seule région au Québec où il y a eu des échantillonnages dans ce secteur-là, et il y a 43 résultats, donc 97 des résultats sont supérieurs à la norme, donc ça suggère évidemment d'intervenir. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, très souvent, c'est que lorsqu'un résultat est supérieur à la norme, on a presque le même pourcentage de résultats qui sont supérieurs à 2 fois la norme. Et lorsqu'on ajoute à ça le pourcentage de résultats qui sont supérieurs à la moitié de la norme, souvent les 3 chiffres sont presque identiques. Donc, lorsqu'on dépasse la moitié de la norme, souvent on a complètement perdu le contrôle et on se ramasse à très forte concentration. Ce que je voulais aussi démontrer avec le plomb, c'est que, vous regardez par exemple, on a quelques exemples ici, on en a un autre un petit peu plus bas. Ça n'aurait pas ressorti en appliquant nos critères, où on veut au moins 25 résultats dans un secteur d'activité et 20 des résultats qui excèdent la moitié de la norme. Donc, dans le secteur, par exemple, des travaux de peinture et de décoration, on a juste 17 résultats, mais en dépit de ça, on a 71 ou 70 des résultats qui excèdent la norme, puis qui excèdent aussi 2 fois la norme. Donc, évidemment, lorsqu'on applique des critères, volontairement, on rejette certaines situations ou on n'identifie pas certaines situations potentielles de forte exposition. On peut regarder aussi qu'est-ce qui se passe par région. Donc, si on regarde ici, par exemple, pour le plomb, on s'aperçoit que quelle que soit la région, on a toujours un petit peu le même phénomène. C'est vraiment indépendant des régions, où lorsqu'on dépasse la norme, on dépasse 2 fois la norme, c'est presque automatique. Le tableau peut être fort intéressant lorsqu'on fait la mesure du plomb dans le sang, donc le niveau de plombémie. Donc, ce qu'on a décidé ici de faire, c'est de séparer notre plage de 8 ans en 2 plages de 4 ans. Donc 2001-2004 et 2005-2008. Lorsqu'on regarde le nombre de résultats, on s'aperçoit finalement que les efforts en termes d'échantillonnage par les intervenants sont à peu près identiques, même nombre de résultats. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder le nombre de travailleurs. 3188 pour la première plage, 4500 pour la deuxième, donc un nombre substantiel de travailleurs qui sont suivis, même si le nombre de prélèvements sanguins sont différents. Et ce qui est fort intéressant, c'est le chiffre entre parenthèses, 974. 974, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la plage 2005-2008, même si on a suivi 4500 travailleurs, il y en a à peine 974,
de ces travailleurs-là qui étaient aussi dans la plage 2001-2004. Donc, on a énormément de nouveaux travailleurs qui sont suivis parce qu'on fait juste une séparation en deux de notre plage temporelle. Même chose pour les établissements, à peine 126 qui couvrent les deux plages. Puis, c'est le même phénomène même au niveau des différents CAEQ dans lesquels on est intervenu. Donc, si on veut regarder l'évolution temporelle d'un contaminant, évidemment, il faut bien garder en tête que la plupart du temps, les intervenants changent souvent d'entreprise, changent souvent de secteur d'activité pour une même substance. Donc, à ce moment-là, regarder l'évolution temporelle de la concentration d'un contaminant, ça devient un non-sens absolu. Est-ce qu'on a un petit peu la même approche partout? Donc, est-ce qu'on renouvelle aussi toujours notre clientèle, quelle que soit la région? On s'aperçoit que oui, c'est le cas. Quelle que soit la région, il y a un renouvellement absolument partout. Est-ce qu'on gère mieux les très fortes concentrations de plombémie? Donc, ici, j'ai rapporté uniquement les plus fortes concentrations de plombémie, donc 500, 600 et 700 microgrammes par litre. Donc, oui, pour celles à 500, on n'avait pas des nombres élevés, mais on a une diminution du nombre de travailleurs qui sont trouvés vraiment à très, très forte concentration. Alors que lorsqu'on regarde les concentrations plus faibles, on s'aperçoit finalement que c'est à peu près constant dans le temps. Où se retrouvent les travailleurs les plus fortement contaminés, donc ceux qui ont des niveaux de plombémie les plus élevés. Donc, on peut évidemment les identifier aussi. Est-ce qu'il est possible de dresser un portrait pour chacune des régions en regardant, par exemple, pour une région spécifique, et ça, on l'a déjà fait dans le passé, donc produire un rapport identifiant pour chacune des régions les substances qui seraient les plus, je dirais, qui sont retrouvées aux plus fortes concentrations dans chacune des régions? Oui, on l'a déjà fait, on peut le faire encore ici. Donc, par exemple, pour l'Estrie, on s'aperçoit évidemment qu'il y a l'amiante, l'aluminium, etc. Donc, on peut assister chacune des régions en faisant des études vraiment spécifiques. Donc, au niveau d'une brève discussion, évidemment, le traitement des données du LIMS permet d'identifier les situations de travail potentiellement à risque. Comme je mentionnais tantôt, on ne connaît pas le contexte, donc à ce moment-là, on ne peut pas vraiment déterminer à coup sûr si on a une surexposition ou non. Donc, les intervenants doivent retourner dans leur dossier pour s'assurer qu'il y a, pour déterminer s'il y a surexposition ou non. Évidemment, on présente les résultats de différentes façons en se mettant un petit peu dans la peau des clients potentiels ou des utilisateurs potentiels. Donc, au niveau des interventions, souvent, on va faire une recommandation lorsque les concentrations sont plus élevées que 50 %. Évidemment, il y a l'aspect du respect de la norme. Puis, en termes de priorité d'intervention, on sort aussi les pourcentages des résultats qui sont supérieurs à 2 fois la norme. Où est-ce qu'on a des utilisations potentielles des résultats? Depuis déjà plusieurs années, le comité de révision réglementaire, où les parties et patronales et syndicales veulent consulter leur vis-à-vis dans les différents secteurs d'activité, ils exigent maintenant d'avoir des données pertinentes sur les substances qui sont à l'étude. Évidemment, ça permet d'établir des priorités d'action provinciales. Évidemment, ça peut aider aussi au niveau de priorités d'action régionale ou encore locale ou encore sectorielle pour les ASP. Évidemment, ça pourrait aussi aider pour orienter certaines pistes de recherche. Donc, en conclusion, en dépit des limitations inhérentes aux inconnus dans le contexte de l'échantillonnage, l'interprétation des résultats de la base de données de l'Institut demeure la seule approche qui permette actuellement d'identifier des situations potentielles de surexposition professionnelle. Malheureusement, le SMEST, il manque énormément de données, donc on ne peut pas s'en servir. Le CISAT, toutes les données des laboratoires sont transférées directement au CISAT. Le CISAT pourrait être un outil absolument extraordinaire parce que si les intervenants le remplissent, ils auront évidemment toutes les informations qui nous sont manquantes. Donc, pour les gens du réseau, évidemment, vous pourrez aller beaucoup plus loin que nous dans l'interprétation des résultats